Allez, eh ben on va y aller ma petite Yvette pour cette petite FAQ. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une FAQ, tu l'as fait avec moi cette fois-ci, mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour Yvette que vous voyez sur Aja va faire cette FAQ avec moi. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de FAQ, depuis la rentrée, je crois. Donc je me suis amusé à sélectionner pas mal de questions que vous m'avez posées au travers de mon compte Instagram et je vais y répondre. Je les ai thématisées, donc vous allez voir, on va parler de chirurgie, on va parler régime alimentaire, on va parler de mon nouveau rôle dans We Are Open que j'ai eu sur OO, on va parler d'Allo Alex, on va parler du programme Justice, on va parler télé-réalité, on va parler Aja et il y aura aussi des questions autres, voilà, que j'ai pas réussi à thématiser. Vous êtes prêts? Allez, let's go, on y va. Et bien on va commencer avec le thème de la chirurgie esthétique. Avec cette question, tu as posté une photo en disant que tu avais fait de la chirurgie, mais tu ne t'es jamais vraiment exprimé. Tu as fait quoi? Alors, je me suis un petit peu exprimé, j'ai répondu à Alexandra Rost sur le format que je lui produis, peut-être qu'on va en parler plus tard, qui s'appelle Allo Alex, mais je vais le faire beaucoup plus en détail et je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. En effet, j'avais posté le jour de mon opération, je rentrais du bloc opératoire, j'étais dans les vapes comme pas possible, je me sentais d'ailleurs pas bien du tout. Ma maman, elle avait fait le voyage depuis Montpellier pour m'accompagner, parce que j'ai une maman poule que j'adore, voilà, et qui dans les moments, en tout cas dans un moment comme celui-là, elle est là pour moi, elle est là à mes côtés, donc elle était là. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je lui ai demandé de me faire une photo. Quand je remontais à peine du bloc là, enfin tu sais, de là où on te met en stand-by. Et en vrai, j'en avais jamais parlé de ce point-là parce que c'était un complexe. Tout a commencé par un complexe depuis que j'ai 14 ans au niveau des pecs, au niveau donc de la poitrine. Euh, à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à avoir comme si la glande de mon pectoral, elle était un petit peu surdéveloppée, avoir un effet de poitrine. Alors, c'était pas un truc de fou et j'avais pas un bonnet B, je vous rassure. Et quand même, je sais qu'il y a des hommes, c'est un gros complexe parce ils ont pire que moi, donc je veux pas du tout complexer ces hommes-là. Mais moi, cet effet un petit peu conique avec la glande au niveau du téton surdéveloppé faisait que je pouvais pas mettre de haut moulant, je pouvais pas me montrer enfin, je pouvais pas, si je pouvais me montrer à la plage, à la piscine, etc. Mais ça me gênait, ça me complexait terriblement. Résultat, jamais je pense que vous m'avez vu sur une seule photo sur Instagram en vacances torse nu. Jamais, parce que c'était la pire honte de toute ma vie. Je faisais tout pour le cacher. Je ne pouvais pas mettre certaines matières, coton très fin, lycra, etc. Alors que j'adore m'habiller comme ça. Les seuls moments où j'ai pu atténuer ce complexe avant que je fasse une gynécomastie, cette opération, c'est quand j'étais extrêmement, extrêmement maigre. C'est-à-dire que je faisais tout pour être le plus maigre possible. Je m'affamais, j'avais la tension qui avait baissé parce que j'avais remarqué que quand j'étais extrêmement maigre, ça me diminuait cet effet de poitrine. Et donc, j'étais moins complexé, je pouvais m'habiller comme je voulais, etc. Résultat, je m'étais toujours dit depuis très longtemps, un jour, je me ferai une mastectomie, je crois que c'était une ablation du sein. En fait, ça s'appelle une gynécomastie, c'est le fait d'enlever la glande et de lipoaspirer la poitrine masculine pour que la peau vienne se poser sur le pectoral et que ça reprenne une forme masculine. Alors, c'était quelque chose de très important pour moi. J'avais peur de le faire parce que j'ai peur des anesthésies générales. Vous connaissez mes peurs de tout. Et là, je me suis décidé, vous le savez, depuis la rentrée, je m'étais dit, c'est mon année où je fais tout ce qui me fait peur, je le fais. Là où j'ai pas envie d'aller, je le fais. Parce que pour moi, c'est hyper moteur de faire ce qui nous fait peur. Parce que sinon, ça veut dire qu'on reste dans notre zone de confort. Ça veut dire qu'on reste dans quelque chose qui nous rassure. Et, euh, et j'avais envie de le faire, donc pourquoi ne pas le faire? Donc je l'ai fait. Et en voyant le médecin, le chirurgien esthétique, je lui dis, quitte à être endormi, je savais que j'allais être endormi, que j'allais avoir une anesthésie générale, je lui dis, enlevez-moi, enlevez-moi mes bourrelets, enlevez-moi là, tout ce que j'ai là. Donc oui, pour répondre à votre question, j'ai perdu en 2 mois avec la liposuction et la gynécomastie, plus mon régime alimentaire, j'ai perdu 6 kilos en 2 mois. Je retrouve enfin la silhouette que j'avais fait avant. Par contre, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, contrairement à ce que beaucoup pensent et ce que beaucoup m'ont dit en réflexion. Ceux qui me suivent, les vrais, le savent, je suis contre la promotion de la chirurgie esthétique, je suis contre la promotion de médecins esthétiques, je suis contre la promotion de codes promo pour encourager des personnes qu'on ne connaît pas à faire de la chirurgie esthétique parce que moi, j'aurais une opération gratuite ou moins chère. Non, moi j'ai payé à 100% mon opération, je n'ai pas dit
de quel chirurgien il s'agit. Je ne fais pas de publicité, je n'encourage pas à faire ce que j'ai fait. Je parle de mon cas, c'est complètement différent. Je suis pour la chirurgie esthétique, mais je ne suis pas pour la promotion. Mon Dieu, si je fais des réponses aussi longues à chaque question, on y est encore demain. Alors, comment as-tu vécu cette opération? Ah bah voilà, je crois que j'y ai répondu. Bah, je l'ai vécu que le réveil, il a été difficile, qu'il a fallu une semaine ou pendant un mois, j'ai porté un body là, comme les combinaisons de plongée. Une semaine où j'ai été beaucoup alité, 5 jours non-stop alité. J'avais une infirmière qui venait tous les jours me faire pendant 10 jours une piqûre dans la cuisse pour éviter de faire des phlébites. La deuxième semaine, j'ai commencé à pouvoir marcher 2-3 km et c'était important. Troisième semaine, j'ai pu commencer à récupérer une vie normale. Quatrième semaine, ça allait beaucoup mieux. Au bout de 2 mois, parce que je l'ai fait mi-décembre, j'ai encore des petites sensibilités hein, quand je touche. Ah, là vous me parlez de mon régime alimentaire. Quel est ton régime alimentaire? Alors, je mangeais un petit peu n'importe comment. Je l'aime trop. Je mangeais un petit peu n'importe comment depuis ces derniers mois. Et depuis que j'ai fait cette opération, depuis que j'ai fait la lipo et la gynécomastie, je me suis remis à avoir une alimentation mais quasi irréprochable, sans frustration. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il était hors de question que je me remette à bouffer des trucs complètement transformés du matin au soir. Attention, je ne parle pas que de malbouffe, je parle de tout ce qui est complètement transformé, parce qu'on ne mange quasiment que des aliments complètement transformés. Et je me suis dit, non, j'ai trop souffert pour me remettre à manger comme ça et pour restocker de la graisse viscérale, etc. Donc, je suis content parce que ça fait 2 mois et demi que j'ai une alimentation à base d'énormément de légumes et de fruits très variés, de saison. Dans les légumes, je trouve les apports dont j'ai besoin, je trouve donc les fibres, je trouve le fer, je trouve les protéines parce que je sais quels légumes manger, comme le brocoli par exemple, ou comme les flageolets, etc. pour trouver les protéines dont j'ai besoin parce que vous savez que je mange pas de viande. Je me considère comme quelqu'un de pesco-végétarien dans le sens où je mange encore quelques poissons. Plus de viande du tout, je mange encore quelques poissons, genre les gros poissons type avec du sang, tout ça, genre thon rouge, saumon. Alors ça, j'en mange plus parce qu'il n'y a pas pire cochonnerie que le saumon parce qu'ils viennent tous d'élevage. Et si on veut manger un vrai pavé de saumon, ben, je crois qu'on en trouve quasiment plus. Si on en trouve, c'est extrêmement cher. Du saumon fumé sauvage, du vrai hein, saumon fumé sauvage, ça coûte terriblement cher. Le saumon d'élevage, je refuse. C'est plein de pesticides, c'est plein de maladies, c'est plein de mercure. Les gros poissons sont pleins de mercure, donc il faut faire très attention à ça. Et je pense qu'un jour, j'arrêterai définitivement de manger le poisson parce que je commence à être dégoûté par le poisson. Donc pour tous ceux qui me disent « Oui, mais c'est hypocrite parce que tu critiques ceux qui mangent de la viande alors que tu manges encore quelques poissons, etc. » Oui, je l'entends. Oui, je peux le comprendre. Après, moi, je ne critique pas ceux qui mangent de la viande. Je critique les méthodes de production de la viande parce que les modes de production du bétail sont d'une cruauté et d'une monstruosité sans nom. Et c'est ça que je critique. Je vais vous le dire, hein, mon copain, moi, il mange de la viande. Bon, il en est de plus en plus dégoûté, c'est vrai. Il mange maintenant du véggie avec moi, genre du jambon véggie, tout ça, etc. C'est trop bon. Mais je respecte. Je respecte. Oui, quand il mange son morceau de foie gras à Noël, ou même mes parents, hein, je ne vais pas les renier pour ça. Je leur dis voilà, j'espère que vous savez, que vous connaissez le mode de production qui se cache derrière tout ça. Mais je ne vais pas renier ma famille pour ça. Je ne renie pas mon public qui mange de la viande pour ça. Alors quand j'en parle, que je suis assez vindicatif, remonté quand on est sur la jaouate, c'est parce que oui, ce sont des sujets sur lesquels je suis très sensible et qui me tiennent véritablement à cœur. Mais je ne vous vois pas en tant que monstre, les personnes qui mangent de la viande. Je ne vous vois pas comme des tueurs sanguinaires en série. Voilà, j'exprime une opinion avec beaucoup de passion. Et non, je ne veux culpabiliser personne. Je pense que la vérité ne doit pas culpabiliser. Je pense que si on se sent culpabilisé par une vérité, c'est qu'on a conscience plus que jamais que l'acte que l'on commet est antimoral. Et dans ces cas-là, ces gens-là vont vouloir remettre la faute sur celui qui va énoncer une vérité. Le tenant responsable, le tenant coupable, quelque part, de cette horreur qui lui arrive en pleine figure. Bon, ça s'appelle être dans le déni, c'est tout. Mais c'est pas grave d'être dans le déni. Moi aussi, je suis dans le déni sur certains points. Et c'est pas grave. Voilà, on est tous des êtres humains, il n'y a aucun souci avec ça.
Donc oui, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de yaourts végétaux et j'adore, je vous le dis, j'adore la charcuterie végétale. Et oui, je continuerai de dire du jambon végétal. Oui, je continuerai de dire du chorizo végétal. On dit bien du lait démaquillant. C'est pas interdit par la loi, pourtant, de dire du lait démaquillant. Pourtant, c'est pas du lait. On dit bien des fruits de mer. Pourtant, ce ne sont pas des fruits. Alors pourquoi je ne pourrais pas dire un steak végétal? Je continuerai de dire un steak végétal. Ah, on va parler de OO. Alors, il y a cette question, qu'est-ce que t'apporte ton nouveau rôle dans We Are Open? Alors, We Are Open, c'est une télé-réalité totalement inédite que je trouve très audacieuse sur une application tout autant audacieuse réalisée par par des personnes passionnées, sincèrement, parce que je n'aurais jamais accepté ce projet sinon, qui ont eu envie de créer un projet qui n'existe pas. Alors certes, la façon de consommer cette télé-réalité change complètement c'est le cas de le dire, la méthode de consommation de la télé-réalité qui d'habitude se consomme de façon très linéaire, à la télévision, en replay, en streaming, aujourd'hui beaucoup pas mal sur Telegram. On n'a pas l'habitude d'aller sur une application dédiée pour regarder une télé-réalité. Ils ont mis les moyens, l'enjeu était là, la qualité était là, et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer pour la suite de toute cette belle aventure parce que pour moi, pour répondre à ta question, ce nouveau rôle d'animateur, c'était quelque chose de très nouveau, en tout cas d'animateur, parce que j'étais animateur déjà de quelque chose qui ne m'appartient pas, d'un programme qui ne m'appartient pas, avec des candidats que j'ai appris à connaître, que je ne connais pas, auxquels je rends visite tous les jeudis pour les primes de tous les enjeux sur OO, avec un conducteur, donc c'est-à-dire c'est le déroulé de ce que je dois faire pendant 2 heures en live, en direct avec eux, que je découvre que 2 heures avant, alors que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui prépare énormément. Mes émissions, j'ai besoin qu'elles soient préparées à l'avance, j'ai besoin de me replonger dedans, j'ai besoin de les réétudier, j'ai besoin de tout revoir, de tout contrôler. Et là, j'arrive, je sais que quelque part, je suis un peu l'outil, l'instrument de ces primes pour cette production. Et attention, ce n'est pas péjoratif, outil, parce que c'est ce que je suis. Je fais une prestation de service pour eux et je me régale à faire ça. Et c'est un contenu que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas parce que ce n'est pas mon contenu. Donc je dois m'en imprégner, je dois me l'approprier et je dois faire vivre ce live, ce direct, ce prime. Je n'avais jamais animé de prime pendant 2 heures. C'est génial. Je me régale. J'adore ce que je fais. Je suis très reconnaissant de ce que je vis, de la confiance que OO et que la production m'a faite. Merci vraiment pour ça. Et je suis très heureux d'avoir pu animer les primes d'une télé-réalité aussi inclusive, aussi, enfin de par les différents profils, la singularité des profils, la diversité des profils. Il suffit de regarder en fait les profils pour comprendre qu'on n'avait jamais vu ça dans une télé-réalité depuis 25 ans. Je vais vous donner un exemple, typiquement voir une nana de 24 ans qui est physionomiste dans une boîte de nuit, c'est elle qui décide qui rentre ou qui dégage de la boîte de nuit, qui te dit dans son profil que elle, les mecs, elle les fait tous souffrir, que malheureusement ils ont souvent le cœur brisé parce qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle se lasse très vite d'eux et 3 semaines après, elle leur fait bobo au cœur et elle passe à un autre. Bah pardon, mais c'est pas le discours qu'on entend normalement en télé-réalité. Voilà, un mec avec une barbe, des cheveux longs, qui dit je suis un homme, je suis gay, je porte des jupes et des bottes, je trouve ça trop cool. Un couple qui s'aime et qui vient pour chercher une expérience avec une troisième personne, bah oui, pardon, mais ça existe. Moi, j'ai un couple d'amis qui est comme ça, il ne faut pas les cacher non plus, ces gens-là. Et dans ce sens-là, je trouve que ça révolutionne le genre de la télé-réalité et croyez-moi qu'il y a un très bel avenir pour OO et pour We Are Open. Est-ce que tu stresses avant de rentrer dans la house? Mais bien sûr que je stresse. J'ai le cœur à 1000 à l'heure, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai le cœur qui bat. J'ai l'impression que j'ai oublié tout le conducteur, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai découvert. Je sais exactement ce que je dois dire. Par exemple, je dois arriver, je dois dire bonjour, c'est le coup de tonnerre dans la house cette semaine, il y a un truc qui nous a quittés et en même temps, je me rends compte qu'il y a énormément de clash matin, midi et soir entre Elisa et Léo. Je vous donne un exemple comme ça et bim, après, il faut que j'aille sur je sais plus quoi. Et j'ai l'impression tellement j'ai le cœur qui bat que tout ça, je l'ai oublié. Et ouais, ça me fait vraiment quelque chose, mais j'adore cette adrénaline-là. Et je suis heureux de pouvoir faire le métier, de vivre du métier que j'aime et de faire autant de tâches diverses et variées. J'aime mon métier. Cette expérience t'a-t-elle donné envie d'animer d'autres émissions? Mais bien sûr que cette expérience m'a donné envie d'animer d'autres émissions. Je vais vous dire, moi, un de mes modèles, c'est Nikos. Voilà.
J'adorerais animer la Star Academy, peut-être, quand j'aurai 50 ans, je ne sais pas. J'adorerais animer Secret Story. J'adorerais animer des émissions pour le hertzien, pour la télévision, avec beaucoup plus de budget que ce qu'on peut avoir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, même si, attention, je ne me plains pas, c'est très très beau les budgets déjà que j'ai. C'est magnifique, mais j'adorerais pouvoir porter des projets qui sont d'une envergure très importante. Ça me fait vibrer, en fait. Et je suis persuadé que ça arrivera. Je vous le dis, ça arrivera, hein. Ça arrivera. Ce n'est que le début. Je pense que je suis au début de ma carrière. Ça va faire 9 ans au mois d'avril que j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube. Et au moment où je vous parle, j'estime sincèrement que je suis au début de ma carrière. J'apprends, je continue d'apprendre, je continuerai toujours d'apprendre. On va parler du format Allo Alex que je produis pour Alexandra Rost, chroniqueuse sur Aja depuis quelques mois maintenant. Comment est né le projet Allo Alex? Alors déjà, il faut savoir que Alexandra, je la connais depuis 13 ans, je crois. J'étais chroniqueur, moi, dans son émission sur une chaîne People qui s'appelait Non-Stop People. C'était sur le câble. Elle animait une émission, elle animait brillamment une émission qui s'appelait Le Grand Show, dans laquelle elle recevait énormément d'artistes qui venaient du monde de la culture, du divertissement, de la télévision, de la chanson, des auteurs. Bref, j'avais beaucoup d'admiration pour Alexandra Rost. Je trouvais qu'elle avait une facilité à permettre à ses invités de se livrer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pris exemple sur elle, sur certains aspects. Je l'admirais beaucoup. Et elle m'a écrit l'été dernier en me disant, voilà, j'ai vu ton annonce que tu recherchais une chroniqueuse. Je me suis dit, attends, mais Alexandra Rost, elle veut être chroniqueuse sur mon émission. Je me suis dit, mais elle le sait qu'elle va parler de télé-réalité, d'influence et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais moi, ça me plaît. Je regarde tout ça. Les gens le savent peut-être pas, mais je regarde. Et ce sont des sujets qui me plaisent. Et la façon dont tu l'abordes, ça me plaît. Je trouve que tu vas en profondeur dans les sujets, etc. Patati patata. Donc, je lui dis, ok, c'est comme ça que ça s'est fait pour chroniqueuse. Et Allo Alex, moi, ça fait un petit moment que je cherche à faire de ma chaîne YouTube une chaîne télé. En fait, à faire de mes réseaux, ce que j'appelle mes forces digitales, donc YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, ce que vous voulez, là où je suis présent, une chaîne télé. Je me dis, une chaîne comme TF1, elle a différents visages, différents animateurs, différents formats qui sont incarnés par différents visages. Et moi, je sais que ça se fait pas du tout, ça, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est incarné généralement par une personne. Et ben moi, j'ai envie de voir mes forces digitales, j'ai envie de voir mes réseaux comme le ferait une chaîne télé. Et j'en avais parlé à Alexandra et elle m'avait parlé de son envie donc de réanimer à nouveau une émission, de réincarner une émission. Et c'est comme ça qu'est né Allo Alex, un format où elle s'intéresse à des invités qui sont totalement différents que ceux que je reçois moi. Ce sont des invités donc, qui viennent du monde de la chanson, qui viennent du milieu de la comédie, qui viennent du monde du livre. Et elle voulait s'intéresser à eux sous le prisme du smartphone, du téléphone portable. Qu'est-ce qu'on a dans notre téléphone portable? Quelles sont les applications qu'on utilise? Qu'est-ce qui se passe dans nos notes? Qu'est-ce qui se passe dans notre WhatsApp? Et c'est comme ça qu'on a construit l'émission Allo Alex. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Allo Alex. Et je suis trop content de ce format. Et on va lui laisser sa chance à ce format pour voir s'il prend. Comment le format Allo Alex se distingue-t-il du format ETI, en toute intimité? Dans le sens où les invités sont différents. Alors oui, je pourrais aussi les recevoir, les invités qu'elle reçoit Alexandra, mais il est différent dans le sens où Alex s'intéresse aux invités sous le prisme du smartphone. Mais en fait, j'anticipe les réponses à toutes les questions, je suis en train de me rendre compte. Je parle beaucoup, hein. On enchaîne. On va parler de justice. Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu fais une interview justice? De ne pas pleurer. Le plus dur, c'est de ne pas chialer. J'ai les larmes qui me montent, j'ai la mâchoire qui tremble. Je ne sais pas si ça se voit parfois. Et j'ai craqué quand même, hein, quelquefois. Je me retiens souvent parce que je me dis que si je craque avec mon invité, mais comment je fais? Une fois, j'ai craqué, j'ai pas réussi à m'arrêter de pleurer avec la maman qui me racontait avoir perdu son fils dans un accident d'ascenseur, dans un centre commercial. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant 15 minutes. J'ai dû couper l'interview, j'ai dû aller chercher du sopalin, me moucher, j'avais le hanouna qui tombait. C'était pas possible d'avancer. Donc, je suis obligé quelque part de me tenir, je suis obligé de... J'essaie voilà, de faire au mieux pour accompagner la parole de ces personnes que je reçois sur Justice. Et encore une fois, Justice, c'est un format qui est important, c'est un format que vous portez. Et vraiment, merci pour ça. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de vous dire merci pour eux, pour ces personnes qui sont souvent des personnes qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas écoutées, qui ont besoin d'une tribune, qui ont besoin d'un support. Et même si ça ne fait pas parfois, c'est vrai, il faut se le dire, avancer leurs histoires, parce que je ne suis pas la justice, même si le programme s'appelle Justice et jamais je ne prétendrai l'être, ça leur fait au moins du bien. Voilà. Ils verbalisent, ils partagent, ils continuent de faire vivre
ce qu'ils ont vécu ou leurs proches qu'ils ont perdu au travers de ce format. Et rien que pour ça, je trouve que c'est juste fabuleux. On va parler maintenant de télé-réalité. N'as-tu pas l'impression de parler de sujets creux? Bah non en fait. C'est-à-dire que là, je serais en train de faire un monologue incroyable sur mon métier, sur tout ce que je suis en train de faire au quotidien, parce que certains estimeraient que ce serait creux. Mais après tout, c'est quelque chose que je lis parfois. Là, je vois la seconde question. Ta chaîne est-elle la poubelle d'Internet? Bah, si ma chaîne est la poubelle d'Internet, perso, j'aimerais bien être dedans. Franchement. Parce que moi, je suis fier du travail que toutes mes équipes et moi-même on accompli. Moi, je suis fier du public qui me regarde. Moi, je suis fier de pouvoir permettre à plein de personnes de raconter leurs histoires, que ce soit des candidats de télé-réalité, que ce soit une influenceuse qui me dit qu'elle a été déchirée par AD et qu'elle a fini à l'hôpital, que ce soit une maman qui souhaite faire vivre la mémoire de son enfant au travers du format Justice, que ce soit des sujets de télé-réalité pour lesquels on se dirait « Ah, mais c'est hyper léger, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'elle a mis du sambon sur sa chenille ?» Et ben nous, derrière, on va poser la question à un dermatologue et on va justement mettre en garde sur les risques qu'on peut avoir avec un tel placement de produit. Donc en fait, ce que je fais, c'est tout sauf de la télé-poubelle parce que je considère que j'intellectualise le milieu de la télé-réalité et le milieu de l'influence. Et je n'ai pas à rougir de ce que je fais sur les réseaux sociaux et de la thématique que j'aborde au quotidien depuis 9 ans maintenant. J'en suis même très fier. Je suis très fier de faire mon métier. Si tu devais participer à une télé-réalité, laquelle choisirais-tu? Je ne sais pas si ça va être original, mais ce serait Danse avec les stars. Je ne suis pas une star, je suis un créateur de contenu, un producteur et un animateur passionné, mais j'adorerais, de un, parce que ça sculpterait mon corps, de deux, parce que c'est une discipline qui me plaît et qui me fait vibrer et pour laquelle j'ai des regrets. Je m'explique. Quand j'étais étudiant au cours Florent, en art dramatique, donc le théâtre, quand je suis arrivé à Paris, je m'étais pris une option comédie musicale, non, une option danse. Et je me souviens que le prof de danse disait que j'avais un balai dans le... À l'époque, j'étais raide comme un bâton. Ah, ça me fait penser au film The Crown. Léger comme l'air, raide comme un bâton. Léger comme l'air, raide comme un bâton. Vous avez la ref? Bref, j'étais raide comme un bâton. Pourquoi? Parce que je me tenais très comme ça, voûté, et je marchais un peu comme ça. Parce que pour être très honnête, à l'époque, à 19 ans, je souffrais encore du regard que les autres avaient porté sur moi à l'école, notamment dans la cour de récré, parce que c'était le PD, la tapette, la tarlouse, l'efféminé, t'es pas un mec, t'es une fille, etc. Et résultat, à l'époque, gamin, je faisais tout pour pas avoir le poignet cassé, pour pas avoir des gestes qui pourraient me trahir, pour pas avoir l'air féminin ou autre, pour pas avoir l'air comme ça, quoi. Donc, si tu veux, je mettais mon corps comme ça pour être tout le temps très rigide et pas que ça se voit. Et j'ai grandi de cette façon-là. Et donc, forcément, c'était pas possible. Faire les pattes bourrées, etc., c'était très compliqué quand même pour moi, pour ceux qui connaissent la danse. Et donc, j'ai raté quelque part ce défi, ce challenge. Et je m'en suis voulu parce que j'ai arrêté au bout d'un mois. C'est mon invité pour l'interview qui arrive. Marine! Tu penses que tu peux la faire patienter? Juste 10 minutes. 10. Yvette! J'ai vraiment fini dans même pas 5. Donc j'ai arrêté voilà au bout d'un mois et je m'en suis toujours voulu parce que j'ai eu l'impression quelque part que c'était quelque chose que je n'avais pas réussi à accomplir et puis c'était surtout quelque part un échec parce que je déteste arrêter une nouvelle expérience et c'est ce que j'ai fait donc pourquoi pas le faire. Après qu'est-ce que j'aimerais faire sinon oui j'adore chanter mais Star Academy faut non Danse avec les stars. Tu as enlevé ta plainte contre Carla Talon? Si oui, pourquoi? Je n'ai jamais porté plainte contre Carla Talon. J'ai fait mettre au travers de mon avocat un communiqué de presse parce que les propos tenus par Carla Talon envers notamment Anouchka, ma chroniqueuse sur Aja, étaient beaucoup trop graves. On n'oute pas une jeune femme qui a vécu, qui a perdu un enfant et qui ne voulait pas le dire. Déjà, on ne met pas un message issu d'une conversation privée sur les réseaux sociaux. Donc j'estime que si tu ne connais pas la loi, ma cocotte, je vais te la rappeler. Et j'ai rien contre toi parce que en vrai j'aime beaucoup cette jeune fille. Carla Talon, je l'ai toujours trouvée toute mignonne, mais ces derniers temps, bon, bah voilà, elle a un peu vrillé, quoi, voilà. Mais c'est pas grave. On va pas tout mettre sur le compte de la jeunesse, mais on change et elle changera, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qui te fatigue le plus dans ce milieu? Oh là là,
d'écrire des interviews et les invités indécis qui viennent pas au dernier moment, ils te préviennent 2 heures avant. Alors ça, je trouve que c'est un manque de respect total pour mon équipe ou pour moi-même. Ou alors la veille, qui te disent: «Ah, j'ai pas pris mon billet, bah, forcément, je peux pas venir demain». Mais en fait, ça fait 4 semaines que tu m'as sollicité pour une interview. Nous, on a travaillé, on a écrit une interview. J'ai booké un caméraman, ça coûte de l'argent. Eux aussi, les caméramans, ils ont des choses à faire. Sinon, ils auraient accepté une autre mission. Donc voilà, j'ai toujours trouvé que ça, c'était un grand manque de respect et ça me fatigue terriblement. Si tu pouvais garder un de tes concepts, ce serait quoi? En toute intimité. Voilà, oui, clairement, en toute intimité, je suis seul face à mon invité, c'est avec ça que j'ai commencé, donc je garderai forcément le premier concept par lequel j'ai commencé, bien que j'adore Justice, bien que j'adore Aja, bien que j'adore 24 heures avec, bien que j'adore La Mer 2, bien que j'adore… En vrai, il y a beaucoup de concepts, hein, mais en toute intimité, voilà. Et d'ailleurs, il va falloir que je le pimpe, ouais. Mais après, il est bien aussi… Bref, en toute intimité. Alors, autre, salut Sam, comment tu te sens mentalement en ce moment? Je me sens bien, je me sens plutôt bien, déprimé un peu parfois, mais j'ai un terrain à la déprime, donc voilà. Mais c'est peut-être parce que je travaille beaucoup. Ces derniers temps, je me suis amusé à faire le calcul, j'ai réalisé que je faisais 35 heures en 2 jours et demi. J'ai des semaines qui entre 70 à 80 heures, donc c'est lourd. Psychologiquement, c'est de la fatigue en fait. Sur la fatigue, c'est difficile. Je suis fatigué. Franchement, je ne vais pas mentir, je suis fatigué. Je me sens épuisé. Je me lève le matin, je suis épuisé à peine j'ouvre les yeux. Je subis beaucoup de journées et résultat, la notion de plaisir, parfois, je la perds un petit peu. Donc, j'essaie d'adapter mon planning, mes horaires. Je me lève un petit peu plus tard. Je m'arrange avec mon équipe. Ils sont au top. Ils sont super pour ça. Donc cool. Et ils comprennent. Mais c'est pas évident. Mais je crois qu'il faut que j'apprenne à dormir plus, hein. Pourtant, je me couche tôt, hein. Mais il faut que j'apprenne à me lever un petit peu plus tard. Voilà. Aja. Que feras-tu de Aja si le monde de l'influence télé-réal se termine? Le monde de l'influence télé-réal ne se terminera pas. Parce que la télé-réalité, même si elle se termine dans le… Admettons, la télé-réalité se termine dans le genre télé-réalité, il n'y a plus du tout de télé-réalité à la télévision. La télé-réalité, elle est sur les réseaux, les gars. La télé-réalité, elle est au travers des influenceurs. La télé-réalité, elle est sur TikTok. La télé-réalité, elle est sur Snapchat. La télé-réalité, c'est la société. Les sujets de société, c'est Aja. En fait, la télé-réalité, elle est partout. L'influence, elle est partout. On est tous influenceurs. On vit tous une télé-réalité. Comment gères-tu les conflits potentiels au sein de ton équipe? Oh, ben moi je papote, je communique, ou alors je garde pour moi, c'est pas à faire, et j'attends le moment que j'estime être opportun pour parler directement à la personne. Moi, je fais partie des personnes qui disent que si un jour une personne avec laquelle collabore ne partage plus mon énergie pour X raisons, parce qu'on est des êtres humains et que ça nous appartient et qu'on peut pas, à un moment donné, on peut s'entendre bien avec quelqu'un, on peut être en adéquation avec le travail de quelqu'un sur un instant T, sur une certaine période de semaines, de mois, d'années, et un jour, parce qu'on évolue et parce que la vie n'est que perpétuel changement et évolution, on n'est plus sur le même terrain d'entente, bah, c'est pas grave. On arrête. On n'a pas signé pour finir dans le cercueil ensemble. C'est ce que je dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi ça fait autant de drama quand une situation professionnelle s'arrête. Enfin, je veux dire, c'est ma société, c'est ma boîte, 2ZS Productions, ce sont mes réseaux, ce sont mes canaux, ce sont mes émissions, ce sont mes bébés. Donc certes, je travaille avec des personnes, mais si demain ça s'arrête, que ce soit pour des projets d'une personne ou d'une autre, ou parce que l'énergie n'est plus là, ou parce que l'entente n'est plus là, ou parce que tout simplement, la vie fait que bah, c'est comme ça, tout simplement. Et c'est pas grave, mais ça vous le fait à vous aussi dans vos métiers, à la simple différence que vous n'êtes pas médiatisé. Ce que tu aimes et ce que tu détestes le plus dans ton travail. Ce que j'aime le plus dans mon travail, les gens honnêtes, les gens loyaux, la sincérité, les personnes investies et passionnées. Ce que je déteste le plus dans mon travail, les personnes opportunistes qui seraient à mes côtés parce que je pourrais leur servir pour leurs projets personnels et non pas ou non plus parce que ce qu'elles font actuellement avec moi les fait vibrer. J'ai un peu un sixième sens pour ça et je pense que le jour où où je serai face à cette situation-là, j'arrêterai une collaboration professionnelle. Des invités vous ont-ils déjà fait faux bond à la dernière minute? J'ai répondu plus tôt, bien évidemment que oui. Et bien évidemment que c'est très agaçant et on s'adapte, hein. De toute façon, c'est un métier d'adaptation, donc on s'adapte du matin au soir. À quand un public sur Aja?
Le jour où Aja sera en télé, j'espère, je le souhaite, mais vous verrez qu'un jour ça arrivera, encore une fois. Et j'espère que vous me ressortirez cette vidéo, vous me ressortirez cet extrait et vous me direz, tu l'avais dit. Et je vous dirai, bah oui, je l'avais dit. Voilà, j'ai cru et c'est là. Prends-tu l'avis des agiatrices, agiateurs en compte parfois? Oui et non. Oui, je prends l'avis des agiateurs et des agiatrices ou de mes viewers en fonction de ma sensibilité, en fonction de ce que j'estime être un message constructif, un message construit, un message important, intéressant. Parfois, il y a des messages qui me chamboulent, avec lesquels je ne suis pas d'accord tout de suite. Et par la suite, après réflexion, je me dis, bah en fait, ils n'ont pas tort. Mais je sais aussi ne pas prendre en compte des messages et certains avis. Et c'est très important de savoir ne pas prendre en compte des avis et des messages parce que sinon, ça rend fou. Et c'est plus important de prendre en compte son propre avis parce que nous traversons une époque et une société qui nous apprend à toujours s'occuper du regard des autres, à prendre en compte perpétuellement ce que pensent les autres, ce que nous disent les autres, et plus à écouter notre instinct, notre émotion et notre petite fibre qui est à l'intérieur de nous. Et moi, je pense qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les réponses à nos questions, seulement nous ne nous faisons pas assez confiance. Je décide donc de me faire confiance. Je suis désolé, j'espère que je ne vais vexer personne, mais je me fais plus confiance à moi qu'aux commentaires que je peux recevoir. Après, ça va dans les deux sens, hein. Ni je prends personnellement une critique, ni je prends personnellement une critique qui va m'encenser en mode t'es génial, t'es trop bien, t'es trop cool. Ça va, je vais le prendre de façon assez stoïcienne. Quelle relation as-tu avec ta communauté? Une relation d'amour, une relation bienveillante et une relation où ma communauté, je le sais, en fait, elle s'est tissée au travers du travail que je fournis. C'est-à-dire, j'ai pas besoin, en vrai, de faire ma poupette Kenza et de vous montrer du matin au soir ce que je fais, quand je vais faire pipi, quand je vais faire caca, etc., pour avoir une relation importante et un lien fort. Nous, notre lien, il est au travers de la continuité, de l'assiduité, du travail et de tout ce que je vous propose, parce que tout ce que je fais, je le fais pour vous, c'est pour pas vous décevoir. Et ce que je fais tout le temps, bien évidemment, on ne travaille pas que pour la gloire, mais vous n'êtes pas la gloire. Vous êtes mon public, vous êtes ceux qui me regardez. Vous êtes quelque part aussi le moteur de ce pourquoi je fais ça et ce pourquoi je me sens reconnaissant de faire ce métier. Et si vous étiez dans mon bureau, vous m'entendriez souvent répéter à mes équipes, on le fait pour notre public. C'est pour eux qu'on change. Parce que parfois, je vais changer un sujet à la dernière minute et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. On se dit, ah, mais on a bossé dessus, ça a été dur et tout. Oui, mais c'est pas grave. Le public en ce moment est en train de commenter cette actu-là, il faut aller là-dessus. C'est celle-là la plus importante, c'est là qu'il faut qu'on aille. Qu'est-ce que penserait notre public? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'on fait pour leur faire passer un bon moment? Ils nous ont dit qu'ils voulaient plus de divertissement, plus de joie, plus de blagues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus dans cette vibes et cette énergie-là? Donc voilà, voilà notre relation, elle est là. Et merci pour ça. Et merci pour cette FAQ. J'ai passé un bon moment, je parle beaucoup, hein, mais j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. On se retrouve très bientôt. Si vous voulez que j'en fasse une autre, c'est avec plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.